Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Paris Air Lab, bienvenue aux si nombreux. Rapprochez-vous ceux qui sont derrière, hein. Venez nous rejoindre. Et je fais un petit coucou à ceux qui nous suivent en streaming actuellement, en direct sur YouTube, parce qu'il y a des gens ici, mais il y en a encore plus qui nous suivent via Internet. Alors, ceux qui sont venus par ici et ceux qui sont sur Internet, juste à côté de ce pavillon, il y a le pavillon des métiers, justement. Et la filière vit actuellement un paradoxe. Elle recrute énormément et pourtant elle a du mal à trouver des jeunes diplômés qui veulent entrer dans ces filières. Il y a quelques années, les étudiants en école d'ingénieur, ils voulaient travailler à la NASA, à l'ESA, chez Ariane, chez Airbus. Et aujourd'hui, ils préfèrent aller chez Tesla, chez Apple, chez Google et chez Facebook. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment redonner goût à tous ceux qui se sont détournés de cette filière qui nous est chère ici au Salon du Bourget? Pour répondre à ces questions, nous avons deux personnalités qui inspirent et qui donnent envie justement de s'intéresser à ces filières. Merci d'accueillir chaleureusement Florence Porcel et Jean-François Clairvoy. Venez. Bonjour à tous les deux. Bonjour madame et monsieur qui nous inspirent, qui inspirent toutes les générations. Alors je vous présente mes invités. Bonjour. Il n'y a pas forcément besoin de les présenter. Je vais commencer par madame Florence Porcel. Vous faites de la vulgarisation scientifique. Vous êtes spécialisée dans le spatial. Vous avez publié 2 livres sur le sujet. Vous êtes surtout blogueuse et youtubeuse célèbre. Plus de 2 millions de vues sur sa chaîne, pas loin de 50 000 abonnés. Et ça nous change quand même pas mal des tutos maquillage. Merci Florence. Ah, c'est pas la même chose. Et on a notre star quand même, que tout le monde connaît, Jean-François Clairvoy. Alors on a eu Thomas Pesquet, on a eu Claudie Agnery, on a eu Hal Worden et on a un des 10 astronautes français, le club très fermé, un des 10 astronautes français qui est là. On est ravis de vous avoir. Vous avez travaillé également à la NASA. Et vous intervenez régulièrement dans les écoles justement pour éveiller cette curiosité chez les élèves et leur donner envie de faire comme vous, de réaliser ce rêve que l'on a tous, d'aller sortir de cette terre et de regarder notre belle planète de l'extérieur. Mais avant de parler de ce rêve et comment le réenchanter, je voulais vous expliquer un peu, selon vous, pourquoi en ce moment il y a ce déficit pour les filières scientifiques. Pourquoi en ce moment on a du mal à recruter dans la filière. Jean-François, Florence? C'est général, pas seulement dans la filière, mais dans toutes les matières scientifiques, les domaines scientifiques. Et c'est pas qu'en France, c'est dans mondial. Tout le monde entier. Oui. C'est mondial, probablement parce que beaucoup de jeunes pensent qu'ils peuvent bien gagner leur vie et faire un travail qui leur plaît dans les nouveaux métiers qui demandent moins d'abstraction intellectuelle, moins d'efforts intellectuels et tout en exerçant un métier dans la passion. Footballeur, The Voice, vous pensez à quoi dans ces métiers? Ça peut être dans le star business, mais ça peut être aussi dans les métiers des réseaux d'information, des nouvelles technologies. Il faut dire que l'aéronautique, mais le spatial en particulier, sont impalpables. On ne peut pas faire toucher l'espace concrètement à un jeune, à part quelques privilégiés qui ont assisté à un décollage, qui ont vu un satellite, un vrai satellite, ou encore plus chanceux comme moi qui sommes allés dans l'espace. L'espace, on ne peut pas le toucher ou le voir, l'entendre, le goûter. Alors que si vous êtes passionné d'automobile, vous allez au salon de l'automobile, vous la touchez, vous rentrez dedans, vous sentez l'odeur du cuir, vous voyez le moteur. Mais communiquer sur l'espace, c'est très dur. Donc, non seulement c'est dur de communiquer sur l'espace, et puis, je pense que l'espace, l'aéronautique font toujours rêver, mais le rêve, on peut le réaliser dans les simulations, dans la réalité virtuelle. Si vous êtes passionné d'espace, vous mettez votre casque et vous jouez à un jeu vidéo et vous vivez votre rêve du spatial sans avoir besoin... On va y arriver sur les techniques, mais je voulais comprendre un peu pourquoi il y a... J'ai regardé des chiffres dans une étude, il y a 30% de jeunes diplômés en moins dans les filières. Certains secteurs ont du mal à recruter. Il y a cette difficulté intrinsèque de l'espace parce que c'est pas tangible. Il y a peut-être autre chose. Alors, les sociétés ont du mal, l'aéronautique et spatiale, ont du mal à recruter, mais pourtant, il y a des diplômés dans le domaine. Oui, mais ces diplômés, ils vont dans d'autres domaines. Parce que les ingénieurs en aéronautique et spatiale ont une telle cote, parce qu'ils maîtrisent des problèmes très complexes, ils sont capables de maîtriser des équations mathématiques complexes, ils sont aspirés dans les métiers de la finance. Il y a une année où plus de la moitié des ingénieurs diplômés de Super-Héros, l'école dont je suis diplômé, comme Thomas Pesquet, comme Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, des astronautes européens, plus de la moitié
qui sont partis dans l'aéronautique, dans les banques, dans l'assurance, dans des groupes de conseil en finance. Ça gagne plus. On aime les ingénieurs en aéronautique et spatiale parce qu'ils sont très compétents pour faire des calculs complexes et des prédictions. Et il y a une demande. Alors, et ils pensent qu'ils peuvent gagner plus d'argent en allant dans ces filières que dans l'aéronautique. Mais parfois, ils y reviennent. Et ils y reviennent quand il y a un grand programme aspirateur d'ingénieurs. À l'époque où l'Europe avait le programme spatial Hermès, il y a une trentaine d'années, on a vu un flux d'ingénieurs de métiers techniques et aéronautiques migrer vers le spatial. J'en faisais partie. Parce que moi, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manque un grand programme inspirateur, comme à l'époque le programme Apollo. Si vous regardez le graphe, il y a un graphe en fonction du temps très connu qui montre le budget de la NASA en fonction du temps. Ça part de zéro, ça fait une montagne. Alors pour vous, ça fait comme ça, et puis après, ça revient à stabiliser au budget de la NASA annuel actuel. Et superposé à ce graphe, on met le nombre d'étudiants qui ont reçu un diplôme de doctorat en astronautique, en métier de l'ingénieur, sciences mathématiques, et ça fait des courbes qui sont corrélées. Ça prouve que le programme Apollo a inspiré les lycéens pour choisir les matières scientifiques et les a motivés pour le pousser au plus haut niveau qu'est le doctorat. Et on manque de grands programmes, mais il va y en avoir d'autres. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Donc, une matière qui est impalpable, qui est un peu virtuelle, l'espace, qui est difficile à toucher, mais aussi un manque de grands programmes qui vont attirer les jeunes ingénieurs, comme ça a été le cas dans les années 70, comme ça a été le cas au début du siècle. Florence, d'autres... Vous qui êtes génération un peu... Vous êtes très jeune, beaucoup plus jeune, vous constatez quoi, vous ? Moi, je constate... Alors, en France, en tout cas, je constate qu'il y a un manque de culture scientifique. En fait, en France, la culture scientifique ne fait pas partie de la culture générale. C'est comme ça en France, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Ça veut dire quoi que ça fait partie de la culture générale ? Quand on vous dit, par exemple, quand on dit ministère de la Culture où on va injecter des budgets dans la culture, on pense à l'art, à la danse, à la peinture, j'en sais rien, à n'importe quoi, mais pas aux sciences. Les sciences ne font pas partie de la culture. Ça fait partie du ministère, par exemple, de la recherche, de l'éducation. Oui. Donc, on a tous vu dans les films américains des enfants partir de l'école avec une maquette de volcan ou une maquette de système solaire. Qui a fait ça en France ? Moi, j'ai jamais vu le système solaire à l'école en France. Je ne l'ai jamais vu à l'école, moi. Il faut attendre d'être dans certaines matières spécialisées pour y arriver. Et donc, si on donne pas envie aux jeunes, dès l'école primaire, à s'intéresser aux sciences, à ce qui se passe au-dessus de nos têtes, dans le ciel, forcément, c'est difficile de s'y mettre après. C'est logique. Donc un sujet culturel. Alors vous, en tant qu'individu, qu'est-ce qui vous a inspiré d'aller dans ce secteur ? On va commencer par vous, Jean-François Claver. Comment vous avez eu envie de venir rejoindre ce secteur, d'envie de sortir de la Terre ? Dans mon cas, il y a plusieurs facteurs corrélés. Mon père était pilote de chasse. J'ai vécu, adolescent, 11-12 ans, les premiers pas d'un humain sur la Lune. Et je ne voyais pas un Américain, je voyais quelqu'un de la même espèce que moi. Oui. Et à ce moment-là, notre professeur nous disait, quand vous aurez mon âge, ce sera votre tour, vous irez en vacances ou le week-end. Et je l'ai cru. Oui. Et en plus, on m'a offert, quand j'avais 8-9 ans, une voiture téléguidée. Et je trouvais ça fascinant de pouvoir agir sur un petit contrôle ici et voir une machine qui agissait plus loin. Et donc, je suis devenu passionné d'aéromodélisme. C'était très difficile à l'époque parce que c'était pas stable, donc le pilotage est assez exigeant. Aujourd'hui, vous pouvez casser beaucoup, j'imagine. Vous pouvez acheter un drone, c'est très facile à piloter parce que la technologie permet maintenant de mettre des capteurs qui permettent de laisser le drone stable, même sans avoir besoin de le piloter. Et j'ai rêvé d'être télécommandeur de sondes spatiales. De sondes spatiales, pas forcément d'être dedans, mais d'être... Voilà, je voulais être celui qui concevait les satellites et les sondes interplanétaires et qui après envoyait des commandes depuis le sol pour leur faire faire à des millions, voire milliards de kilomètres quelque chose. C'était une forme de téléportation. Je suis toujours un grand fan de Star Trek. C'est une série télévisée qui m'a inspiré, qui a certainement joué un rôle de ma passion pour le spatial. Toute une génération aussi, de toute façon. Et dans Star Trek, le phénomène de téléportation me fascinait. Et pour moi, lorsqu'on télécommande une machine qui est entièrement de conception humaine, c'est de l'intelligence humaine qu'il y a dans une fusée, dans un vaisseau spatial à distance, c'est une forme de téléportation. C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai travaillé, mon premier programme, c'était la sonde Vega, une sonde franco-russe d'étude de la comète de Halley et de la planète Vénus. Et puis après, il y a eu un appel à candidature d'astronaute en 84.
Et comme j'étais déjà un peu aventurier sur les bords, pilote, parachutiste, plongeur, je me suis dit, je ne peux pas ne pas candidater. Voilà. Et ils m'ont pris à la fin. Bon, donc, voilà, j'ai eu de la vous, chance. c'est culturel pour le coup, parce que la famille, l'envie, les rêves, on vit aussi dans un moment où vous étiez dans une époque où vous avez vu l'homme atterrir sur la Lune, tout le monde en Je parlait. baignais dans cette atmosphère culturelle scientifique dont parlait Florence, qui n'était pas répartie dans la société, Voilà. mais dans certaines familles, dans certains milieux. D'accord. Et vous, Florence? C'est pas moi, notre génération, hein? Non, moi, j'ai pas vu les premiers pas d'un être humain sur la Lune. Malheureusement, je suis un peu jeune. Mais moi, ça vient de la frustration, en fait, justement. Parce que je suis née avec ces questions existentielles de qu'est-ce que c'est que ces étoiles, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi c'est noir, qu'est-ce qu'il y a au-delà du système solaire. Et je voulais comprendre comment ça fonctionnait, pourquoi on était là, où est-ce qu'on était. Enfin, c'est vraiment des questions existentielles. Et en fait, comme on m'a pas apporté les réponses à l'école, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. Moi, j'ai grandi sans Internet, hein, donc je lisais des livres, des encyclopédies, j'allais voir les photos dans les encyclopédies. Vous n'avez pas de formation scientifique à la base. Pas de formation scientifique. Hein. Elle n'a pas du tout fait une filière scientifique, non, une filière littéraire, je crois, non? Oui, c'est ça, j'ai un bac L. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pas de modèle non plus. J'avais pas de modèle, c'est-à-dire que moi, en CP, quand la maîtresse demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, moi j'ai dit astrophysicienne. Elle m'a dit mais non, mais tu seras maîtresse comme tes parents. Oui. Bah oui, mais en fait non. Et donc je me suis tue parce que c'était comme si on me disait mais n'importe quoi, c'est complètement débile. Et donc je l'ai mal pris forcément, et donc j'ai tué cette passion et ensuite je l'ai gardée secrète. Mais j'avais pas de modèle, il n'y avait pas de femme astrophysicienne, il n'y avait pas de femme astronaute à l'époque, et je pouvais pas m'identifier. Et donc je me disais mais oui, donc du coup c'est pas pour moi parce que c'est pas possible. Et puis Claudie Agnoret est arrivée, mais c'était trop tard pour moi. Mais donc, j'entends que vous étiez... Alors, c'est à quel moment, ça? Parce qu'on veut être astrophysicienne, et pourtant, on fait une filière littéraire. C'est étonnant, comme... Mais parce qu'on m'a dit, bah voilà, j'ai su lire et écrire très tôt, vers 4-5 ans, et on m'a dit, puisque tu aimes lire et écrire, tu es littéraire. Oui. Donc, pas scientifique. Ce qui n'est... Enfin, voilà, c'est comme ça en France. En Oui. France, quand on arrive au lycée, on doit aller en L ou en S. Je schématise, hein, il y a d'autres filières, évidemment. Mais voilà, on m'a dit, tu sais, t'aimes lire et écrire, t'es littéraire, voilà. Ouais, mais en fait, j'aimais bien les sciences, et j'ai pas osé dire, non, mais j'aime bien les sciences. Mais alors du coup, maintenant, c'est ce que je fais. Donc finalement, la vie petite flamme qui est restée à l'intérieur. Elle était toujours là. Jean-François, justement, quand même, quand on essaie de regarder ce qu'est l'aéronautique, ce qu'est le spatial, ça correspond à des rêves universels humains, quand même. Ah, mais je crois que le rêve est toujours là. Mais on peut très bien rêver d'espace et d'aéronautique sans avoir nécessairement envie d'y exercer un métier plus tard. Je pense que le fait de voler est un rêve universel. L'homme a toujours rêvé voler. Les avions volent mieux que les oiseaux aujourd'hui, quoique, mais les oiseaux, il y en a qui sont extrêmement performants. Vous savez qu'il y a des oiseaux migrateurs qui peuvent voler plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée sans se poser, en consommant la moitié de leur poids qu'ils ont accumulé en Grèce. On a des choses à apprendre des oiseaux. Et on est encore loin de ça, quoique Bertrand Piccard a démontré qu'on peut voler sans énergie. Côté atterrissage aussi, on a à apprendre des oiseaux, parce que ça met du temps à atterrir un avion, un oiseau, ça... Le rêve de voler est toujours là. Ouais. Mais c'est compliqué de voler. Et c'est encore plus compliqué d'aller dans l'espace. Vous savez, aller dans l'espace, que ce soit pour un vaisseau spatial habité ou un satellite ou une sonde interplanétaire, il faut d'abord atteindre une vitesse de 28 000 km à l'heure. C'est-à-dire 20 fois plus rapide qu'une balle de fusil de chasse. Et pour ça, toutes les fusées, que ce soit Soyouz, Ariane, la navette, Falcon 9, etc., c'est comme tenir en équilibre un crayon sur son doigt et l'accélérer violemment vers le haut en tenant l'équilibre. Et ça, c'est très difficile. Ça demande les meilleurs mathématiciens, ingénieurs, scientifiques, spécialistes de structure des matériaux, qui maîtrisent des explosifs dont on maîtrise l'explosion pour éjecter les gaz par la tuyère et que ça ne fasse pas exploser la fusée. C'est très difficile. Et aujourd'hui, si un jeune pense qu'il peut bien gagner sa vie en faisant un autre job qui l'intéresse, mais tout en restant rêveur du spatial par la réalité virtuelle, par le cinéma, par des activités en club, associatifs, par les émissions YouTube de Florence, eh bien voilà, ils satisfont leurs rêves. Mais c'est vrai que s'ils veulent aller eux-mêmes dans l'espace, il faudra quand même qu'ils fassent un effort. Et puis, c'est des happy few dont vous faites partie qui ont cette chance. Les autres, ils sont obligés de vous regarder et de rêver d'y aller, hein, quand même. Hein. Donc, on vous entend, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Florence, justement, on a tous envie de rêver. Vous parliez tout à l'heure du manque d'incarnation qui pourrait peut-être inciter notamment certaines filles. S'il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Claudie Agnoret, c'est quand même... ça peut inspirer beaucoup de gens. Il y a aussi les films, peut-être, qui peuvent inspirer des... Des films ? Oui. Oui, bien sûr. Récemment, il y a eu Seul sur Mars, il y a eu Gravity. Gros succès.
Interstellar, il y a eu Les Figures de l'ombre récemment, sur les mathématiciennes et les informaticiennes de la NASA. Oui, non, le cinéma aide beaucoup, ça c'est sûr, mais ça reste de la fiction. Mais évidemment, enfin, comme Jean-François a été fasciné par Star Trek et que c'était une des raisons pour lesquelles il est sans doute devenu astronaute, le cinéma peut effectivement donner envie d'en faire son métier. Mais en termes d'incarnation, c'est vrai que c'est mieux si on a un astronaute qui nous ressemble et qui parle français, par exemple, comme Thomas Pesquet l'a fait ces derniers mois. C'était génial de pouvoir le suivre au jour le jour sur les réseaux sociaux, d'être comme si on était avec lui dans l'espace, qui nous parle tous les jours, qu'on reçoive ses messages et ses photos dans notre poche, dans notre téléphone. Ça, là, ça donne envie et je pense qu'il a créé beaucoup de vocations à avoir communiqué beaucoup autour de cette mission. Ce qui n'a pas été le cas des missions d'avant parce qu'il y avait moins de réseaux sociaux, c'était moins techniquement possible. Mais l'incarnation est très importante. On parlait de Claudie tout à l'heure, Thomas Pesquet est encore un très bon exemple. Justement, vous confirmez ce besoin de personnages comme vous qui incarnent vraiment et puis le programme. Vous avez parlé du programme tout à l'heure. Voilà, il faut le programme, il faut l'incarnation et il faut les moyens de communication qui permettent au grand public de facilement accéder à des superbes images. À l'époque où je volais, on prenait des photos avec des appareils photo argentiques. Oui. On n'avait pas encore d'appareils photo numériques. Ça faisait 9 ans qu'il n'y avait pas eu de Français dans l'espace. L'Agence spatiale européenne a décidé il y a une dizaine d'années de développer des outils de communication auprès du grand public, ce qui n'était pas son mandat auparavant. L'Agence spatiale européenne avait pour mandat en termes de communication de rendre compte au gouvernement européen en leur montrant comment on dépense leur argent. Et puis pour chaque astronaute européen qui part dans l'espace aujourd'hui, il y a une équipe au sol dédiée de plusieurs personnes qui aident à communiquer, qui gèrent les réseaux sociaux, qui prennent la photo de l'astronaute, quelques mots-clés, et qui l'aident à ne pas perdre trop de temps, parce que ça prend du temps d'écrire un tweet. Puis il a une mission là-haut, il n'est pas là juste pour la blague. Il travaille. Donc le fait qu'on soit capable aujourd'hui sur votre smartphone de faire descendre des images à très haute résolution, des petits clips vidéo, ça rapproche le spatial du grand public. Il n'y a plus cette distance. Le spatial, c'est quelque chose de compliqué qui se passe au-dessus des nuages. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est trop complexe. Bon, peut-être qu'un jour, je comprendrai un peu mieux. Là, maintenant, on n'en est plus là. Grâce à Florence, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des efforts de communication de l'Agence spatiale européenne qui racontent des histoires. Avec Rosetta, on a raconté une histoire. Avec chaque mission d'astronaute, aujourd'hui, on raconte une histoire. Ça permet à chacun de s'approprier un bout de cette histoire et de se sentir faire partie du programme. Donc, je pense que le rêve redevient réalité concrètement dans les programmes et dans les métiers aujourd'hui. Vous avez cité quelques-uns des programmes. Il y a eu Rosetta, on parle beaucoup. Il y a très médiatisé aussi, c'est Proxima, l'exoplanète, Proxima B. Proxima B, qui est justement cette importance. Alors vous avez dit la communication est extrêmement, l'incarnation est importante, la communication est importante et le programme est important. Alors récemment, on a vu des bons exemples de médiatisation, l'exoplanète, Philae. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Quelles sont les bonnes recettes qui ont été utilisées dans ces cas-là? Les résultats sont importants aussi parce que l'exploration spatiale, qui inclut des sondes automatiques pour le système solaire, des télescopes pour ce qui est beaucoup plus loin que le système solaire, et des humains, aujourd'hui à bord de la Station spatiale internationale, progressent dans la connaissance. Et quand même, une des questions fondamentales qui nous intéresse tous, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Oui. Nos télescopes spatiaux recherchent des planètes qui ressemblent à la Terre ou qui abritent peut-être de la vie. Nos sondes interplanétaires recherchent en priorité du vivant. Et plus on progresse, plus on a des raisons de penser que le vivant existe ailleurs. On n'a pas la preuve, on est peut-être seul, hein. On n'a pas la preuve qu'il y a de la vie ailleurs. Mais comme les progrès que l'on fait, notamment avec l'exploration martienne, nous laissent penser qu'il est possible que la vie ait existé ailleurs, eh bien on la cherche. Vous savez, la sonde européenne qu'on a lancée, donc la sonde européenne qui est aussi votre sonde. L'Agence spatiale européenne, c'est aussi votre agence, hein. La France est un des pays membres importants de l'ESA. On a lancé il y a 1 an le premier satellite du programme ExoMars, dont la mission numéro 1, c'est détecter le méthane qu'il y a dans l'atmosphère et savoir s'il est d'origine volcanique ou biologique, parce que le méthane est typique des activités du vivant. Les vaches, par exemple, qui produisent beaucoup de méthane. Donc plus on se rapproche de la réponse, peut-être qu'on l'aura jamais ou que dans très longtemps, de est-ce que la vie existe ailleurs, plus on est excité à découvrir plus. Et donc les résultats actuels de l'exploration spatiale, de la recherche scientifique faite dans l'espace, réintéressent de plus en plus le grand public. Donc des grands programmes, des résultats.
Vous vouliez ajouter quelque chose aussi, Florent? Oui, on n'a rien trouvé sur Mars, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de vache martienne. Hein. Mais justement, on priori. parlait de Mars. Et aussi, quand on parle de communication, qu'est-ce que vous inspire des personnages comme Elon Musk, le patron de SpaceX, qui, en matière de communication martienne, là, on a eu un on est top florilège. niveau, Là. hein. On a eu un florilège, là. Oui, lui, il vend du rêve. C'est son job, hein. il vend du rêve. Mais il vend pas que du rêve, c'est-à-dire qu'il a fait lui-même des sociétés qui fonctionnent. Il a fait des choses que personne n'avait jamais faites avant lui. Elon Musk, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un milliardaire américain maintenant, qui avait cofondé PayPal, qui l'a revendu et il est devenu très très riche. Bien vendu. Voilà, et il a fondé plusieurs sociétés, donc Tesla qui fait des voitures électriques et SpaceX, entre autres. Et SpaceX, c'est donc une société spatiale qui construit des lanceurs, des fusées, et qui construit des capsules de fret pour la Station spatiale internationale. Et donc SpaceX, c'est la première entreprise privée à avoir envoyé du fret vers la Station spatiale internationale. C'est le premier au monde à avoir fait des lanceurs réutilisables, c'est-à-dire que quand il lance une fusée dans l'espace pour envoyer un satellite en orbite, il fait revenir le premier étage de la fusée au sol, voilà, debout, comme ça. Il y en a encore eu un avant-hier. Et on peut regarder ça en direct sur Internet. Enfin, tout le monde peut y assister. C'est gratuit, en direct sur Internet. Chaque lancement est diffusé en direct et le lanceur revient. Et c'est de la science-fiction. Enfin, Oui, clairement, l'importance de la communication dont on parlait tout à l'heure, hein, du grand programme, la communication et l'incarnation. Donc, on en a les trois. Et la vision. Et la vision aussi, oui, parce qu'Elon Musk, c'est aussi une vision. Mais il bon, veut aller Elon sur Musk, Mars. là, en ce moment, il y va un peu fort parce qu'il a annoncé au dernier congrès international d'astronautique, en 2024, il emmène 100 personnes dans son Interplanetary Colonial Transporter, un vaisseau spatial, une fusée énorme, plus de 40 moteurs au premier étage. 42 exactement. 42 moteurs, 12 000 tonnes. La fusée, 12 000 tonnes. Imaginez 12 000 voitures entassées. C'est la masse de la fusée qui partirait en 2024 pour amener 100 personnes sur la Lune. 2024, c'est demain, 2024. Alors, mais c'est demain. Tous les experts, même lui-même, au fond lui-même, sait que c'est très ambitieux, mais il a vraiment envie de le faire. Donc, il ne le fera peut-être pas en 2024, il ne le fera pas en 2024, mais il le fera un jour. Et je suis convaincu que des humains tourneront autour de Mars dans un avenir pas trop éloigné, dans les années 30 typiquement, donc dans un peu plus d'une dizaine d'années, et puis en étant vraiment le plus honnête intellectuellement. Hein. Et dans les années 40, on se posera sur Mars. Donc les années 40, je ne sais pas si je serai là pour le vivre, mais la plupart des jeunes qui sont là le vivront. Ils vivront ce que j'ai vécu moi, jeune ado de l'époque Apollo, des premiers humains sur la Lune. Ben, les jeunes qui sont là vivront la même chose, des humains qui iront vers Mars. Et ce sera tout nouveau. Il y aura un engouement énorme. Oui. Ce sera, dans l'histoire de l'humanité, on quittera l'influence de la Terre sur la Lune. On est encore sous l'influence de la Terre. Mais on sera à la recherche du vivant. On ne verra plus la Terre, on ne parlera plus avec la Terre, on ne pourra plus revenir sur Terre en cas d'urgence. Mars sera à nouveau une nouvelle planète pour des humains, pour des terriens. Et dans un lointain futur, l'espèce humaine aura pérennisé un autre lieu de vie dans l'espace qui ne sera plus la Terre. Et c'est ce rêve dont on parlait de tout à l'heure qui vous a incité à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce rêve-là, vous dites que des personnages comme Elon Musk aujourd'hui, la communication qui est très forte derrière, les programmes qui sont très ambitieux et qui donnent envie d'aller beaucoup plus loin, c'est tout ça qui va inciter justement la nouvelle génération, qui va inciter les jeunes à aller peut-être un peu moins chez Tesla, mais plutôt chez SpaceX, si j'entends bien. Oui, bah forcément, ça fait rêver quand on voit ces images de lanceurs qui reviennent sur une barge sur l'Atlantique et qui restent debout. Mais c'est absolument incroyable. Techniquement, c'est inimaginable. Oui. Donc oui, ça fait rêver. Il y a des gens, j'imagine que ça crée des vocations, que les gens ont envie de devenir ingénieurs. Chez Tesla et SpaceX, ils ont le recrutement, il est... Alors, ils n'embauchent pas de non-américains chez SpaceX, ils n'ont pas le droit, malheureusement. Mais voilà, il y a plein de startups ici qui font des tas de choses incroyables. Quand vous voulez rentrer chez SpaceX, vous devez signer un papier comme quoi vous vous engagez à vous approprier l'objectif principal de la société SpaceX. Ça n'est pas de gagner de l'argent, c'est de mettre un humain sur Mars le plus vite possible. Et on revient à la vision dont vous parliez tout à l'heure. C'est l'objectif numéro un de la société. C'est pas lancer des satellites, ça c'est juste un moyen d'accumuler des sous. Alors là, on a parlé des Américains, on a parlé de SpaceX et Tesla qui est un peu le summum de la com.
Mais du côté juste derrière, là, on a vu quand même Ariane Espace, on a vu l'ESA, qui eux aussi ont un peu appris de ce que fait Elon Musk et de ce que fait SpaceX, et qui communiquent aujourd'hui. Ariane 6, on ne peut pas dire qu'il y a... Surtout que la différence entre de SpaceX et Ariane 6, c'est qu'Ariane 6 a, en état de service derrière, en réalisé, il y a quand même pas mal de choses. Comment jugez un peu les travaux qui sont faits justement de ce côté de l'Atlantique par rapport aux États-Unis? La différence entre SpaceX et Ariane 6, c'est que SpaceX est incarné par Elon Musk, qui est une figure charisme fou. Chez Ariane 6, il n'y a personne en fait. Enfin, on vous dit, oui, citez-moi quelqu'un qui travaille chez Ariane 6. Il n'y a personne pour incarner ça. Et puis on parle d'Elon Musk, mais Jeff Bezos. Oui, il y a Bezos, bien sûr. Le fondateur d'Amazon. Blue Origin. Il vend $1 milliard d'actions Amazon dont il est propriétaire. Oui. Pour faire fonctionner sa société Blue Origin, qui n'a pas gagné encore un seul dollar. On pourrait aussi rajouter Virgin. Virgin Galactic, oui. Avec Branson. Avec Richard Branson. Mais Jeff Bezos va construire des fusées qui décolleront en 2020, en 2021. Et il veut les réutiliser entièrement, pas que le premier étage. C'est dingue, c'est totalement dingue. Et pareil, dingue. on peut voir les essais en direct sur Internet et on regarde l'histoire s'écrire. Vraiment, c'est fou, c'est fou. Mais vous regardez le salon, vous voyez bien qu'il y a toujours beaucoup de passionnés. Mais il faut leur donner des ailes. On peut être passionné en se disant, c'est passionnant, je regarde des fusées, des avions, le show aérien, mais en se disant, c'est le métier, en tout cas, c'est pas pour moi. Mais je reste passionné et j'admire. Il faut donner des ailes. C'est le but de la fondation Isae Super Héros, dont je fais partie. On veut motiver des jeunes à s'engager dans les études et à devenir ceux qui fabriqueront, qui feront ces programmes du futur. Il ne faut pas juste être passionné. Il faut aussi concrétiser cette passion en étant soi-même acteur. Alors, et puis, si je peux me permettre, il n'y a pas que des ingénieurs et des scientifiques dans le spatial. On a besoin de tout le monde. On a besoin de juristes, de comptables, de communicants. C'est l'ensemble des métiers, en fait, le spatial. On a besoin d'électriciens, de physiciens. Enfin, vraiment, à l'Agence spatiale européenne, on a effectivement des commerciaux, des juristes, des informaticiens, des ingénieurs. Et qui sont tous hyper passionnés. Ah oui, oui. Donc on a besoin de tout le monde, en fait, dans tous les domaines. On a besoin de tout le monde. Alors, on a bien entendu, pour vous applaudir, vous avez le droit. Hein. On a des gens en face qui acquiescent, qui sont complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, juste pour préciser, pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés là derrière, on est ici avec Jean-François Clairvoy et Florence Porcel. Nous avons notre astronaute, un des 10 astronautes français du club fermé, et puis on a une célèbre youtubeuse, et on est en train d'essayer de comprendre à la fois pourquoi certaines générations se désintéressent de la filière aéronautique et spatiale, et on discute surtout de comment réenchanter ce rêve, et on vous écoute bien, hein, ce rêve qui est pertinent, qui reste présent tout le temps. Simplement, la différence, c'est que certains se disent, c'est pas pour moi, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, parce que c'est pas assez tangible, parce qu'il n'y a pas les gros programmes qui font rêver. Il y a quand même, on peut constater aussi aujourd'hui qu'il s'est passé avec, on a rapidement évoqué le sujet tout à l'heure, du cinéma. On a beaucoup de films aujourd'hui qui parlent de spatial, Seul sur Mars, Gravity, Interstellar et autres, qui ont eu un énorme succès. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut aider les gens à se rendre compte, peut-être, qu'il n'y a pas que la figure médiatique qui va poser le pied sur mais qu'il y a tout un travail autour, on parlait des figures de l'ombre aussi tout à l'heure, oui, les figures de l'ombre. qu'il y a tout un travail et qu'il y a plein de métiers qui sont associés au spatial. Ça peut aider aussi tout ça? Mais bien sûr, les figures de l'ombre, c'est des mathématiciennes, par exemple. Moi, si j'avais vu ça quand j'étais petite, je serais mathématicienne à la NASA aujourd'hui. Enfin, j'en sais rien, mais probablement. Il y avait aussi les TF des héros. Enfin, il y en a plein des films comme ça. Mais bien sûr. Et pas que des films catastrophes. Et pas que des films catastrophes, bien sûr. Mais il y a aussi, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que Gravity, par exemple, l'astronaute est une femme. C'est important aussi pour que les jeunes filles qui sont sous-représentés dans les filières scientifiques, techniques et d'ingénieurs et mathématiques puissent se dire c'est pour moi aussi. Parce qu'il y a vraiment encore une sous-représentation et c'est dommage de se passer d'autant de talent. En fait, parce que c'est ça. Moi, je reçois plein de mails de jeunes filles qui me disent en fait, j'ai que 14 ans en maths, j'ose pas dire que je voudrais aller en S parce que je voudrais faire de l'astrophysique après. Mais un garçon, il a 11, il se pose même pas la question. Fonce. Il y a vraiment un souci là-dessus aussi. Au niveau du ratio fille-garçon, on a vraiment besoin d'incarnation de personnages comme ça. Seul sur Mars, c'est un homme, c'est très bien. Gravity, c'est une femme, c'est très bien. Il en faut pour tout le monde, vraiment. Oui, bien sûr. Alors, il faut dire qu'il y a des sagas qui sont passées dans l'espace, comme Star Wars, Star Trek, où on est vraiment dans la pure science-fiction, où il n'y a pas tellement de réalisme, mais on rêve, on est dans d'autres mondes, etc. Mais les films les plus récents
se sont mis comme contrainte, comme objectif, c'est pas une contrainte, d'avoir le plus de réalisme possible dans certains domaines. Gravity, je ne sais pas si vous avez vu le film, sur le plan sensoriel, c'est extrêmement réaliste. Le scénario est très simple, il n'y a pas beaucoup à réfléchir pour comprendre ce qui se passe. Si on le découpe en tranches individuelles, il y a des parties où ça s'est déjà passé comme dans l'espace. Si ça devait se passer, ça se passerait comme on le montre dans le film. Et puis, il y a quelques parties du scénario qui sont impossibles. Oui, bien sûr, c'est un film. Mais sur l'expérience sensorielle, la façon dont on vous fait voir la Terre, le ciel, les vaisseaux de l'intérieur, de l'extérieur, l'acoustique, les sons, les mouvements, c'est exactement comme ça. Seul sur Mars, c'est un film aussi très réaliste sur l'engagement des équipes au sol et des équipages à réussir la mission, à trouver des solutions, à résoudre les problèmes. C'est très réaliste de ce point de vue-là. Interstellar, c'est réaliste sur la compréhension de ce qu'est notre univers, sur les modèles mathématiques qui décrivent notre univers aujourd'hui, ont servi de base au film Interstellar. La relativité générale, La Einstein. relativité générale, avec les décalages dans le temps, avec les singularités de l'espace-temps qui permettraient en théorie de passer dans d'autres univers, etc. Donc ces films réactive l'intérêt pour le spatial. Alors justement, il y a un autre film dont vous n'avez pas parlé qui s'appelle Arrival. Je sais plus comment ça s'appelait en français. Premier contact, voilà. Premier contact, où là c'était des linguistes. Oui. Là, on n'est pas dans les mathématiciens, on n'est pas dans les astronautes. Non, là, c'est une science humaine. Et on est dans les sciences humaines. Oui, qui essaye de communiquer avec des extraterrestres. Et c'est fascinant ce film. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement on a la partie réaliste aujourd'hui, on a le sujet de l'incarnation avec beaucoup de personnages féminins, mais on a aussi cette présentation de métiers complètement différents qui ont lieu dans le secteur. Si vous avez des questions à poser à mes invités, je vous rappelle, il y a un hashtag qui est derrière moi qui s'appelle Paris Air Lab. Vous posez des questions sur Facebook, sur Twitter. Moi, je reçois les questions sur ma tablette et je les pose à mes invités. Mais quand je disais qu'on avait besoin de tout le monde, et donc, vous parlez de sciences humaines, au CNES, donc l'Agence spatiale française, on a un homme qui a un métier unique au monde. Il est chargé d'éthique. Voilà, il est chargé d'éthique. C'est la seule agence spatiale au monde qui est un chargé d'éthique. Lui, il réfléchit à ce qu'on fait quand on fait des fusées, quand on fait des satellites, quand on fait des satellites d'observation de la Terre où on peut regarder à des résolutions de 70 cm. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Qu'est-ce que ça implique derrière en termes de vie privée, en termes de tout? En fait, lui, il est là pour se poser les questions philosophiques, éthiques, et pour discuter avec les ingénieurs qui, eux, font. Et c'est incroyable qu'on ait ça en France. Et la NASA emploie plusieurs historiens professionnels. Ah oui, ah oui. Je savais pas. Pour remettre l'histoire en perspective et comprendre ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Et les figures de l'ombre viennent de là, d'ailleurs. Rajoutons aussi le droit, parce qu'on a parlé d'éthique, mais le droit. Le droit spatial. Le droit spatial, en ce moment, il se pose des questions. Il y a des masters en droit spatial soutenus par l'Agence spatiale européenne. On a aussi au CNES un service qui étudie les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les OVNI. On a aussi des spécialistes en relations internationales. C'est très important aujourd'hui parce que les grands programmes spatiaux sont à l'échelle internationale. Donc on a besoin de spécialistes en relations internationales qui ne sont pas forcément matheux ou scientifiques ou ingénieurs. Voilà, c'est les langues aussi, des traducteurs, j'imagine, chinois. En ce moment, il y a toute cette question du fameux astéroïde qui est bourré de platine, d'or et de métaux précieux et qu'on voudrait éventuellement ramener. Cette idée d'aller miner, d'aller forer sur des satellites. C'est une idée très sérieuse. Il y a des problèmes de droit. Il y a des problèmes de droit. Oui. Il y a des problèmes de droit, des problèmes technologiques. On ne sait pas si c'est pour dans 10 ans ou dans 50 ans ou 100 ans, mais c'est sûr qu'un jour, ce sera rentable et intéressant d'aller rechercher, extraire des ressources sur d'autres corps célestes que juste sur Terre. Donc, parce qu'aujourd'hui, la loi dit que tout ce qui est c'est comme la loi marine, grosso modo, tout ce qui est dans l'espace appartient à tout le monde. Donc personne ne peut dire c'est ma propriété, ce qui se passe que j'ai récupéré de la Lune, ça m'appartient, ça appartient à tout le monde. Mais certaines personnes, en ce moment, veulent modifier la loi pour dire hey, c'est moi qui l'ai trouvé le platine, il est à moi, je le garde. C'est le traité de l'espace de 1967, en fait, où il faudrait réfléchir. Il y a plusieurs sociétés privées déjà créées aux États-Unis pour ce qu'on appelle le space mining. C'est extraction minière au sens large. Hein. Ça peut être extraire de l'oxygène et de l'hydrogène du sol d'astéroïdes pour créer des citernes, des stations-service de carburant qui serviront à des vaisseaux futurs. Et le Luxembourg veut devenir la Silicon Valley du space mining. Et si vous avez envie d'étudier le space mining, le Luxembourg a mis de côté 200 millions d'euros
pour toute société qui vient s'installer au Luxembourg Le pour paradis développer le fiscal. concept de space mining. Le paradis fiscal Et, de ceux qui font l'espace. Et il n'y a pas seulement les Américains ou les Luxembourgeois, il y a aussi les Chinois. Les Chinois qui sont très intéressés par l'Hélium 3 qu'il y a sur la Lune. Là, en novembre, ils vont envoyer la mission de Chang'e 5, je crois, pour aller justement prendre un échantillon, prendre des échantillons lunaires pour la science, mais aussi pour l'Hélium 3. L'Hélium 3 qui pourrait être utile pour faire de l'énergie par fusion nucléaire, quand on saura faire de la fusion nucléaire. Et donc, il y a 100 000 tonnes d'Hélium 3 sur la Lune. Voilà, si les Chinois prennent les 100 000 tonnes et qui font de la fusion nucléaire, ils vont devenir les maîtres de l'énergie, clairement, parce qu'ils vont la revendre, cette énergie. Alors, une autre activité dont il faut parler, c'est le tourisme spatial. Oui. Jusqu'à présent, tous les vols habités sont des programmes des gouvernements. Exceptionnellement, les Russes ont vendu quelques tickets à des milliardaires qui ont payé entre 20 et 35 millions de dollars le ticket de vol. Plusieurs dizaines de millions de dollars pour aller passer une semaine dans l'ISS. Mais ils ont suivi un entraînement d'astronautes. On ne peut pas vraiment les appeler des touristes. Mais dans un futur pas trop éloigné, des non-professionnels pourront régulièrement, au départ s'ils sont très très aisés, acheter un billet pour aller vivre dans l'espace un moment et se faire plaisir. Et tout ça, ça va inspirer encore plus les nouvelles générations à s'intéresser aux différents métiers qu'on a évoqués. Il y a pas mal de questions qui commencent déjà à tomber. Une question qui est de Vincent qui dit on a parlé beaucoup de l'Europe, on a parlé beaucoup des États-Unis, des investissements qui sont faits de ce côté-là, de côté spatial. Et il nous dit, on n'a pas parlé des investissements chinois et des investissements russes. On a rapidement parlé des Chinois avec la Lune et l'énergie, mais on pourrait ajouter à la liste, il n'y a pas que les Chinois, il n'y a pas que les Russes, il y a les Indiens aussi qui sont devenus très très présents sur ces questions-là, et même l'Arabie Saoudite qui prétend envoyer une femme astronaute bientôt sur la Lune. Alors j'attends de voir ça. Hein. Non mais... Elle prétend. Ils peuvent déjà pas conduire dans leur pays, donc à un moment, voilà, faut pas non prendre pour des bus non plus. Hein. On peut pas non plus reprocher à l'Arabie Saoudite de vouloir le faire. Ouais, je sais pas si c'est pas un truc de com, ça, pur, parce que qu'elle conduise déjà, ce sera déjà pas mal. Non mais voilà, enfin un moment. Non mais bien alors, sûr, ce qu'on disait, c'était pas spécifique. On a le droit d'applaudir, parce que je vois certains qui acquiescent, mais on a le droit de manifester aussi. On peut poser d'abord une question. Combien parmi vous serait fanable pour aller dans l'espace une semaine, on vous explique tout, on vous accompagne, on vous coach, allez, plutôt on part une semaine et on Corse, revient. Qui ne lève pas la main, parce que ceux qui sont sur YouTube ne voient pas, mais tout le monde a la main en l'air. Bon, c'est bien. Moi, et d'ailleurs, je suis venu avec ma fusée, Jean-François. Alors, un voyage sans retour sur Mars. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts pour un voyage sans retour sur Mars? Ah, quand même. Même des jeunes, même des tout jeunes. Hier, on avait Hal Warden qui disait « Je veux être le premier à aller sur Mars, parce que maintenant, vu mon grand âge, c'est pas très grave si j'y reste. » Mais on voit si je reviens pas, surtout. Oui. Si je reviens pas. Et on a des jeunes qui sont prêts. Donc, il se passe quelque chose, là, quelque part. Oui, non, mais on sent qu'on n'est pas loin de pouvoir envoyer des hommes vers Mars. Sur Mars, c'est plus dur. Se poser, c'est très dur. Les premiers vols habités vers Mars contourneront Mars, seront en orbite et reviendront, mais sans se poser. Et comme on a fait pour la Lune, d'ailleurs. Comme pour la Lune. On a commencé à tourner autour. Et dans une deuxième étape, on apprendra à se poser. C'est parce que l'atmosphère martienne est très ténue. Hein. Il y a 150 fois moins de gaz, de pression Alors, sur juste Mars pour revenir sur cette question des investissements, parce qu'on a constaté qu'aux États-Unis et en France, il y a de moins en moins d'intérêt vers ces filières scientifiques, mais ça correspond peut-être aussi à des budgets qui sont inférieurs, cette fameuse courbe dont vous parliez. Alors non. Mais en Chine, en France, on n'a pas ce... Attendez, en Chine, on n'a pas ce problème de moins d'ingénieurs dans les filières scientifiques. Il y en a toujours de plus en plus. Est-ce que, ma question que j'avais envie de vous poser, est-ce que c'est lié ou pas à des budgets, des grands programmes budgétaires qui pourraient, cette fameuse courbe dont vous parliez tout à l'heure, qui pourrait aussi expliquer le monde ingénieur, alors qu'en Chine, il y en a plus? Non, la Chine a voulu le plus rapidement possible accéder aux compétences permettant de faire tout ce qu'on peut faire dans l'espace. Pour l'exploration spatiale, il faut maîtriser d'abord le transport, sortir de l'atmosphère et se mettre en orbite. Il faut maîtriser le rendez-vous, puisque l'exploration d'autres corps célestes se fera toujours avec un vaisseau qui se séparera en deux, un qui reste en orbite et l'autre qui descend et qui remonte. On ne va pas descendre en bas toute l'essence qui sert uniquement à repartir, on la laisse en orbite. Il y avait la navette spatiale. On ne se pose pas avec une fusée comme dans Tintin, c'est ça en fait. On a cette image-là, mais... Non, mais il y avait la navette spatiale aussi. Il faut maîtriser les sorties dans l'espace. Et les Chinois ont accéléré leur programme de vol spatial habité pour rapidement acquérir tout ce savoir-faire.
Et donc, ils sont en train ils suivent la feuille de route qui s'était donnée il y a une vingtaine d'années. Et dans les années qui viennent, ça va prendre de 2019 à 2021-22, ils vont assembler une grande station spatiale qui sera peut-être la seule en 2030 en orbite, et pour lesquelles les Européens, les Français, les Allemands sont prêts à coopérer. Donc, il est très possible que le premier non-chinois à voler à bord d'un vaisseau chinois et de la station spatiale chinoise soit un Européen. Et peut-être Thomas Pesquet ou Samantha qui ont commencé à apprendre le chinois. Ils apprennent le chinois, hein, Oui, c'est ça. oui, oui. Donc les Chinois sont très avancés et ils seront il n'y a pas de incontournables. lien entre les grands programmes nationaux et la perte d'intérêt des ingénieurs. Non, aujourd'hui on est dans un régime stable en termes budgétaires. Est-ce que vous savez combien vous coûtent les programmes de vol habité européens, la mission de Thomas, par exemple, les gens pensent qu'on dépense des sommes d'argent incroyables, mais le programme de l'ESA de vol habité, qui est donc notre quote-part du programme de Station spatiale internationale, qui fait voler des Européens presque une fois par an en moyenne, c'est l'ordre de 1 euro par an par habitant. 1 euro par an par habitant. C'est moins cher que la redevance. L'éducation nationale, la part de l'État, c'est 1 000 euros par an par habitant. Et si on prend aussi les fonds publics locaux, c'est de l'ordre de 2 000 euros par an par habitant. Donc vous voyez, c'est très raisonnable. Pour 1 euro par an, on arrive à avoir un astronaute tous les ans qui va dans l'espace. Ça coûte pas si cher aux contribuables, Voilà. les programmes spatiaux ne coûtent Et pas si on si cher. rajoutait juste 1 euro de plus, dans 7 ans, on aurait notre propre capsule. Ça, c'est notre rêve des astronautes européens. Pouvoir un jour décoller de notre port spatial de Kourou en Guyane française dans une capsule européenne, au sommet d'une fusée européenne. On y arrivera peut-être un jour. Je prends votre message au bon parce que c'est un message qui est adressé aux politiques qui sont passés récemment. On peut rajouter un petit peu plus au budget. Ça ne changera pas énormément la pression fiscale des citoyens. Il y a une question justement de Sébastien sur ce sujet, sur ce thème-là. Est-ce qu'il y a-t-il des hommes ou des femmes politiques qui s'intéressent à l'espace? C'est-à-dire quel est l'écho qu'il y a aujourd'hui du côté de nos politiques sur ces questions-là, sur éventuellement donner du budget supplémentaire, sur éventuellement faire en sorte que les jeunes et nouvelles générations aillent un peu plus loin, sur cette communication qui peut être faite comme en Arabie Saoudite, de dire voilà, on veut montrer que notre État est très fort sur le spatial. Est-ce que vous sentez un écho du côté des politiques? En tout cas, si on tombe sur une personne politique qui est passionnée elle-même, on sait qu'on sera soutenu. Mais pour quelqu'un qui n'est pas au départ passionné, parce que ce n'était pas son truc au départ, c'est difficile de justifier un investissement dans le spatial, parce que quand on n'est pas dedans, on a du mal à communiquer. C'est difficile de communiquer sur l'espace. Je le disais tout à l'heure, c'est intangible. Donc, par exemple, le président Jacques Chirac était un passionné. Il est venu nous rencontrer juste après notre sélection en 1985. Il est venu au CNES, il a visité, il nous a soutenus. Mais vers la fin de son activité politique, il en parlait plus discrètement, de peur d'être critiqué, etc. Mais on a la chance quand même, c'est que nos responsables politiques soient passionnés ou pas, ils ont quand même compris une chose, c'est que les activités spatiales, le budget consacré au spatial n'est pas une dépense, mais un investissement. Toutes les études indépendantes ont démontré que tout argent qui est placé dans les activités spatiales a un retour dans l'économie, direct ou indirect, supérieur à 1. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent perdu. Et 95% du budget qu'on dépense dans les domaines spatials part en salaire. Oui. Ça fait vivre des personnes, que ce soit des juristes, des commerciaux, des ingénieurs, des scientifiques, même des artistes, des spécialistes en relations internationales, à résoudre des problèmes difficiles. Donc ça élève le savoir-faire de la société et finalement, on l'a dit tout à l'heure, relativement pour des budgets finalement très faibles. Donc on a de la chance. Le budget du spatial en France, en Europe, a parfois un peu augmenté ou stagné, mais il n'a jamais diminué. Donc ça, c'est quand même une chance que nos responsables politiques ont compris ça. Florence, un commentaire sur ce sujet? Oui, moi j'ai un chiffre, c'est-à-dire qu'en France, à chaque fois qu'on injecte 1 euro dans le spatial, c'est 20 euros qui retombent dans l'économie. Donc oui, en moyenne. Donc oui, forcément, les politiques ne vont pas baisser les budgets, ce serait complètement idiot. Donc oui, on pose toujours la question de combien ça coûte, mais jamais de combien ça rapporte. Mais combien ça coûte, c'est tout relatif en fait. Ça peut coûter très cher, mais ça peut rapporter encore plus. Donc il faut vraiment corréler ces deux questions.
Et aujourd'hui, on a des exemples extrêmement concrets. Ce qui se passe à Toulouse, qui est un pôle assez important en matière d'aéronautique et de spatiale, où il y a une fusion actuellement entre l'aéronautique, le spatial et l'automobile, parce qu'on se rend compte que l'automobile autonome, c'est des technologies et des expériences qui ont été éprouvées dans l'aéronautique et le spatial, notamment en matière de sécurité. Parce que quand la voiture devient autonome, c'est plus la même limonade que quand elle est conduite par un être humain. Et quand la voiture devient volante, comme celle qu'on a là-bas, là, on arrive à cette fameuse fusion. Et d'où on irrigue l'ensemble de l'économie. On oublie ça. Mais il faut savoir aussi qu'en France, on est très très bon en instruments, en instrumentation, qu'il y a dans les sondes, qu'il y a dans les rovers et tout. Il faut savoir qu'à Toulouse, je ne sais pas si vous connaissez Curiosity qui est sur Mars, mais plus de la moitié des instruments, plus de la moitié de la masse des instruments qu'il y a Curiosity est française. La télécommunication est française. C'est français. Et donc depuis Toulouse, on travaille à faire avancer le rover, on travaille à tirer au laser sur Mars, et tout ça est depuis Toulouse. En fait, Toulouse travaille conjointement avec le JPL de la NASA pour la mission Curiosity. Et ça, personne ne le sait en France, mais c'est bien malheureux. Et le plus court chemin entre Mars et nous, c'est Toulouse, quoi. C'est fou. D'ailleurs, il y a la version suivante du robot martien Curiosity qui est là, avec la Supercam. Là. Il est là à côté du pavillon du CNES. Et effectivement, les instruments sont français. Mais la partie sonore, les micros qui vont écouter Mars demain, sont des micros qui sont faits par des Français. Et à Toulouse, donc, il y a le Centre national d'études spatiales, qui est financé par le gouvernement. Il y a les grands industriels qui, eux, fabriquent les fusées, les vaisseaux sous contrat avec l'Agence spatiale française et européenne. Et il y a aussi la Cité de l'Espace. La Cité de l'Espace, c'est un lieu de médiation scientifique, de culture scientifique interactive, où vous pouvez vous rapprocher du spatial avec des films en 3D IMAX extraordinaires, avec beaucoup de jeux interactifs du spatial. Donc si vous passez par Toulouse à la Cité de l'Espace, et sachez qu'en octobre, on aura un rassemblement mondial d'astronautes chinois, américains, russes, enfin de tous les pays. C'est l'association des astronautes mondiaux se réunit une fois par an dans un pays, et ça fait plus de 30 ans qu'ils ne s'étaient pas réunis à nouveau en France. Jean-François, Florence, vous avez tous les deux écrit pas mal de bouquins sur ces questions du spatial, qui sont là pour un peu enchanter les uns les autres. Alors vous, votre dernier livre, c'était sur... Alors, voilà, j'ai sorti un livre avec un collègue qui est instructeur sur l'avion 0G qui s'appelle « Histoire de la conquête spatiale ». Voilà. C'est en fait l'histoire des vols habités sous forme d'almanach. C'est-à-dire qu'on a identifié toutes les étapes clés depuis 56 ans que l'homme a commencé à voler dans l'espace avec Yuri Gagarin. Et pour chaque étape clé, il y a 2 pages. Il y a des anecdotes, le titre, et puis des photos à droite. Et c'est entrecoupé d'encarts que j'ai écrits qui répondent à toutes les questions classiques qu'on se pose sur les vols habités. Comment on devient astronaute? Pourquoi explorer l'espace? Est-ce que c'est dangereux? Pourquoi on grandit? Pourquoi il faut faire du sport, etc. Donc c'est un livre très très sympa pour tous les âges. Ça s'appelle « Histoire de la conquête spatiale » chez Deboc. Avec un ton qui est un peu spécial, c'est-à-dire que il n'y a pas de formule mathématique. Ah oui, c'est pas extrêmement, c'est pas que c'est pas sérieux, mais moi je l'ai lu, j'ai tout compris. Il y a le ton un peu humoristique aussi, qui est très important. C'est que des anecdotes sur toute l'histoire des vols habités spatiaux. Il y a un chapitre dédié à la mission de Thomas Pesquet, Proxima, et puis il y a aussi plusieurs chapitres dédiés aux vols habités dans les années à venir, à court terme, retour sur la Lune, sur Mars, qu'on a développé, et puis la science-fiction avec les futures stations, les vaisseaux qui iront très très loin, l'ascenseur spatial, etc. Donc, histoire de la conquête spatiale chez Deboc. Et donc, cet humour est très important, parce que là, je me tourne vers vous, Florence. Vous utilisez énormément aussi l'humour dans vos vidéos. Oui, j'aime bien mais rigoler. Vous avez un bouquin aussi avec des anecdotes sur le spatial, non? Oui, ça s'appelle L'espace sans gravité. Effectivement, je raconte 31 anecdotes tirées de l'histoire du spatial et de l'histoire de science. Allez, une petite anecdote là pour nous faire... Pour nous donner un peu l'eau à la bouche. J'en sais rien, moi, une anecdote comme ça. Froid. Non, mais j'ai raconté cette anecdote de Jean-François qui est allé réparer le télescope spatial Hubble en utilisant les dialogues de Star Trek. Voilà, je raconte comment un homme réalise un rêve de gamin en jouant à Star Trek en vrai. C'est lui, et je pense qu'on peut l'applaudir parce que... Oui, parce que je pilotais le bras robotique canadien depuis l'intérieur du cockpit de la navette. Au bout de ce bras, j'avais un collègue qui avait les pieds fixés au bout du bras. Et puis, je devais le faire monter le long du télescope entre les panneaux solaires. Et c'était aussi un Trekkie, comme on le dit, c'était un fanat de Star Trek. Donc, Billy Bob, c'était mon surnom, Beam Me Up, ça veut dire téléporte-moi. Et moi, je lui disais, copy John, I energize now, bzzz, et je le montais comme ça le long du télescope. Mais on avait prévenu le centre de contrôle à l'avance pour qu'il ne soit pas surpris du langage qu'on utilisait entre nous. Parce que, mais s'ils n'ont pas vu Star Trek, ils ne peuvent pas comprendre. Spock à l'intérieur, Scotty.
Vous arrivez avec le pyjama Star Trek. Mais vous savez, Star Trek, je suis un grand fan, et dans toutes les séries télévisées, dans tous les films, même les plus récents, on entend toujours le logbook, le carnet de voyage du capitaine Kirk, qui explique notre mission, explorer des mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie, et avec audace, là où on n'est jamais allé. Et c'est exactement mot à mot ce qu'on fait à l'Agence spatiale européenne. Rechercher de nouvelles vies, explorer des mondes étranges. Nous sommes à l'Agence spatiale européenne, qui est aussi votre agence, qui est soutenue par l'Agence spatiale française. Vous savez, l'Agence spatiale française apporte la contribution française à l'ESA. C'est deux agences séparées, mais qui sont liées. On a exploré Huygens, Titan. Titan, c'est une lune de Saturne sur laquelle on a posé, nous, Européens, il y a 12 ans, on a posé une sonde à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre, avec une précision de l'ordre du kilomètre, à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre. La comète, et on a découvert un monde quelque chose de compliqué. Totalement étrange. On s'est posé sur le noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko avec Rosetta il y a 2 ans et demi, à 500 millions de kilomètres de la Terre, avec une précision de l'ordre du mètre. Et ça bouge. Bon, après, l'atterrisseur a rebondi, mais ça, c'est une autre histoire. On explore Mars avec des instruments qui nous font découvrir un monde totalement différent de ce qu'on imaginait il y a 10 ans ou 15 ans. Voilà, on explore des mondes étranges et toutes nos sondes interplanétaires ont comme mission numéro 1 rechercher les traces de vivants, passés ou de briques élémentaires du vivant, ou présents actuels ou peut-être futurs. Et on réalise aussi des expériences d'exobiologie. On amène du vivant terrestre dans l'espace pour voir comment il peut s'adapter avec les tardigrades. Regardez tardigrades sur Internet. Les petites bactéries qui supportent le vide interstellaire. Voilà. On va là où on n'est jamais allé et c'est ce qu'on devrait tous faire tout le temps dans tout ce qu'on fait. La seule façon de progresser, c'est d'avoir de l'audace et puis de se dire « je ne suis pas sûr de réussir, mais je vais essayer ça ». Mais ça peut être dans le spatial, mais aussi en musique, en sport, enfin dans... Jean-François, j'allais vous poser une question, mais vous avez répondu avec votre passion à cette question. C'est comment faites-vous pour justement convaincre les sceptiques, comment réenchanter, donner envie aux gens de s'intéresser à cette filière? Ça y est, vous avez répondu là. C'est en allant rencontrer les jeunes régulièrement. Dans le métier d'astronaute, si vous regardez la fiche de poste qui décrit notre job, celle qu'on a lancée il y a 10 ans pour la sélection des nouveaux astronautes de l'ESA par exemple, il faut qu'on consacre 2 à 3 jours par mois à des activités de relations publiques dans les écoles. Là, la semaine prochaine, je suis mardi l'après-midi dans des écoles primaires à Saint-Gratien. Le lendemain, je vais à midi passer 2 heures avec les étudiants de l'école normale de la rue d'Ulm. Voilà, notre métier consiste aussi à aller rencontrer les jeunes depuis les primaires jusqu'aux études pour leur parler de notre métier. Et comme disait Florence, de toute la palette de spécialités dont on a besoin. Ce n'est pas que des matheux, effectivement, c'est aussi des spécialistes de relations internationales, des historiens, des spécialistes d'éthique, des commerciaux, des contractuels, et puis des artistes. Et Florence, comment on arrive à convaincre votre 2-3 techniques pour essayer de susciter l'intérêt, pour s'intéresser à cette filière, pour ceux qui disent « c'est pas pour moi, ça me fait un peu rêver, mais ouf, pas pour moi ». J'en sais rien. Moi, j'essaye de mettre une vanne pourrie dans ce que je fais. En général, ça fait marrer les gens. Et quand les gens rigolent, on retient plus facilement et ça donne plus envie d'aller plus loin. Voilà, je n'ai pas vraiment de technique. Moi, je fais ce que je vais à faire. Et après, voilà, je raconte des histoires. Moi, c'est mon métier. Donc, j'essaye de faire rêver les gens et que les histoires deviennent réalité ensuite. Donc, raconter des histoires. Je suis un peu fier parce que Florence m'a expliqué tout à l'heure que quand j'ai enregistré une émission avec elle, je lui ai parlé de mon Rubik's Cube. Je suis le seul astronaute qui a osé amener le Rubik's Cube dans l'espace. Ça fait un peu gamin, mais je suis un grand fanat de casse-tête et j'ai amené le Rubik's Cube dans mes 3 vols. D'ailleurs, le réalisateur du film Gravity m'a dit que c'est les photos de mon Rubik's Cube dans l'espace qui l'ont inspiré pour le faire apparaître 1 ou 2 secondes dans le cockpit de la navette. Parce qu'il voulait que les objets un peu inhabituels qu'il faisait apparaître dans son film, il voulait que ce soit des vrais objets que les astronautes ont amenés en vrai dans l'espace. Et Florence m'a expliqué tout à l'heure que, en m'entendant discuter de mon Rubik's Cube, elle a décidé de s'y mettre. Elle est devenue une championne. Là. En quelques semaines, là, elle est devenue... Elle ne l'a pas emmené, mais elle a un Rubik's 5x5, parce que le 3x3, enfin le 3x3, c'est... Non, mais c'est bon, voilà, maintenant c'est fastoche. Donc elle a un 5x5, elle l'a à côté. Donc de l'humour, de l'inspiration, de l'incarnation, c'est très important pour pouvoir donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de s'intéresser à ces matières. Des budgets, des programmes qui font rêver.
et on arrive à réenchanter cette fameuse filière dont on parlait tout à l'heure. Mais ça demande de jouer de la communication, de ne pas se contenter de ce qui existe et surtout de rappeler qu'il y a énormément de métiers qui composent cette filière aéronautique. On vous remercie énormément, Jean-François Clairvoy, Merci, Florence merci. Forcel, Merci. et à vous pour toutes vos questions. Merci énormément. Donc comment on appelle ça, les débats, les Battle Conf se terminent puisque c'est le dernier jour du salon. Mais donc on était ravis d'accueillir tous ceux qui sont venus tous les jours de la semaine sur des débats. On a eu des personnages formidables, on a eu les astronautes, on a eu Claudia Agnery, on a eu Thomas Pesquet, on a eu Al Warden qui sont venus ici. On a eu des gens un peu nouveaux, un peu différents qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le salon du Bourget. On a eu des sociologues, on a eu des économistes, on a eu des philosophes, des penseurs, des gens du numérique, des gens des startups, parce que justement, dans ce hall Concorde, dans le Paris Air Lab, c'est de montrer un peu cette nouvelle génération qui fait de l'innovation ouverte vers tous les métiers, des juristes, vers les startups, vers tous les métiers qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas que les techniciens, il n'y a pas que les gens du monde de l'aérospatial, et ça foisonne d'innovation, on peut le constater ici. Merci à tous d'avoir été présents et de nous avoir aidés à la réussite. Regardez la performance de Florence. Cette nuit, elle a monté Saturne 5 en moins de 7 heures. Elle a dormi un peu quand même avant de venir en Lego. Elle est superbe. Faut pas, c'est fragile, comme Merci. Jean-François est là, si vous voulez poser. Jean-François et Florence sont disponibles si vous avez des questions à leur poser. Merci.